La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, semaine de prévention du suicide. C'est difficile de mettre le doigt sur un élément ou quelques-uns des éléments, vu que c'est multifactoriel, c'est beaucoup en lien avec différents facteurs de vulnérabilité d'une personne. Fred la marmotte voit son ombre et l'hiver s'incruste. Puis Fred a prédit un printemps tardif. Ça veut dire que serrez pas vos skidoo, préparez vos raquettes puis vos skis de fond. On va avoir quelques tempêtes de neige qui vont bien nous donner de la neige. Tous les contenants à boire bientôt consignés. Ce qui va s'ajouter à partir du 1er mars, ce sont, entre autres, particulièrement, toutes les bouteilles ou tous les contenants à boire en plastique. Alors, imaginez-vous, bouteilles d'eau. Écho du Conseil, le Conseil municipal de Percé sous le signe du débat. Les voyages trop élevés, c'est une chose. Mais où tu parles là ou là? Non. Ah, ils passent. Des fois, ils passent là, des fois, ils passent là. Ils n'ont plus de droit à la photo. Ben, ils n'ont plus de droit. Non, ils n'ont pas de droit certains parce qu'ils sont obligés d'aller au plus proche. Il y a des fonds de route conçus pour des voyages de 50 tonnes, 40 tonnes, parce que ces voyages-là peuvent aller jusqu'à entre 30 et 50 tonnes. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Donc, la 16e prédiction de Fred vient de se terminer. Quelle est sa conclusion? Déjà 16 ans, j'aimerais dire déjà 16 ans. On a établi une tradition qui est vraiment importante. Puis, la prédiction, c'est comme qu'il y a un gars qui m'a dit, si elle ne voit pas le soleil, c'est parce qu'il est aveugle. C'est qu'il faisait vraiment soleil un matin, mais c'est vraiment technique, hein, parce qu'à un moment donné, le soleil ne sortait pas des nuages. À un moment donné, il a sorti du nuage. Puis là, il a brillé, puis Fred a prédit un printemps tardif. Ça veut dire que serrez pas vos skidoo, préparez vos raquettes puis vos skis de fond. On va avoir quelques tempêtes de neige qui vont bien nous donner de la neige. C'est froid un matin, mais le monde était présent quand même. Oui, on a eu une belle participation. J'aime ça voir du monde qui revient de chaque année, tout le temps. Tu sais, il y en a que ils ont tous les macarons, ils viennent à chaque année, et ils sont contents. C'est vraiment ancré dans leur famille, là. La tradition, c'est vraiment super. Puis en même temps, écoute, ça fait connaître, je le dis, je le redis et je le redis encore, c'est qu'aujourd'hui, ils vont juste parler de la Gaspésie. Dans toutes les stations de radio, dans toutes les stations de télévision, autant au Québec que dans d'autres provinces, puis peut-être sur nos voisins, ils vont parler de la Gaspésie. Puis ça, c'est très important. Tout cet ouvrage-là qu'on fait, la TV communautaire, la qualité des images nous sert pour avoir une belle représentation de la Gaspésie. Puis ça, c'est très important. Le monde qui est là, le groupe de la salle communautaire, les bénévoles de la salle communautaire qui ont fait de super belles crêpes, tout est là, tout est réussi. Fait que on se félicite. Tu disais, on a les habitués, ça revient tout le temps, les macarons, tout ça. Comme j'ai entendu, il y en a, c'est leur première fois, puis c'est pas leur dernière. Oui. J'ai beaucoup de commentaires comme quoi que c'est une belle activité. On revient à chaque année. Puis il y en a de bonnes aventures qui ont descendu, qui ont dit écoute, on va revenir. On ne pensait pas que c'était aussi bien organisé, aussi gros. C'est le fun d'entendre du monde qui viennent nous voir et dit hey, là, je sais pas, là, ce que vous faites, c'est bien organisé. Merci beaucoup, puis on se revoit l'an prochain. C'est moi qui te remercie, puis c'est sûr que je vais t'avoir l'année prochaine. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous
recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie. La 35e semaine de prévention du suicide approche, rappelant que chaque geste compte pour sauver des vies. Comment mieux soutenir une personne en détresse? Quels outils existent pour l'entourage? Nancy Gédéon nous parle de cette campagne essentielle et des ressources disponibles pour aider ceux qui en ont besoin. En concernant les statistiques qu'on a pour notre région actuellement, c'est qu'on peut dire qu'entre la période de 2006 et la période de 2021, il y a une diminution au niveau du nombre de décès par suicide, qui est quand même significative. Par contre, la Gaspésie et les îles demeurent tout de même parmi les taux les plus élevés de décès par suicide. Il y a une tendance à la baisse. Par contre, on peut pas la confirmer parce que c'est quand même des chiffres qui sont provisoires. Il va falloir attendre les prochaines années pour voir si cette tendance-là va continuer à se confirmer. Puis c'est dû aussi au petit nombre qu'on représente. Donc, cet aspect-là est à considérer. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que le taux de décès par suicide, selon l'âge, en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, c'est vraiment le groupe des 45-64 ans qui sont représentés, puis 3 fois plus chez nos hommes que chez nos femmes. En ce qui a trait à le taux d'hospitalisation pour tentative de suicide, on observe une légère baisse à ce niveau-là, mais pour la Gaspésie et les îles, par contre, on demeure quand même supérieur le taux est supérieur à celui du reste du Québec. Intéressant, je ne savais pas que notre région était comme placée en haut de l'échelle au niveau du nombre. Est-ce qu'on peut, avec les années et le recul comme ça, on peut aussi savoir qu'est-ce qui prédispose à se retrouver dans cette situation-là? Vous savez, le sujet du suicide ou le suicide, c'est vraiment un cumul de plusieurs facteurs. C'est difficile de mettre le doigt sur un élément ou quelques-uns des éléments, vu que c'est multifactoriel. C'est beaucoup en lien avec différents facteurs de vulnérabilité d'une personne, mais aussi liés à des moments critiques. Donc, ça peut être différent d'une personne à l'autre, puis aussi comment on a des facteurs de protection en nous, comment on prend bien soin de nous, comment on gère les difficultés qu'on a au quotidien. Donc, c'est difficile d'avoir le portrait d'une personne suicidaire. Alors, on se parle parce qu'il y a la semaine de prévention du suicide qui a commencé pour cette 35e édition. Est-ce que vous pourriez nous partager un peu les objectifs principaux de cette semaine-là? Ben, je pense que cette semaine, c'est comme l'occasion de mettre de l'avant l'importance de prévenir le suicide, sur la prévention du suicide, mais aussi de dire que, dans le fond, on peut tous agir en prévention du suicide, puis qu'il y a des services spécialisés qui existent à travers le Québec et aussi en Gaspésie, spécifiquement pour la prévention du suicide ou lorsqu'on vit une crise. Puis je pense que c'est de mettre de l'avant l'importance d'utiliser ces services-là qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Je pense que cette semaine, c'est juste un petit rappel de ça. Puis, vous savez, dans mon travail, au niveau de la promotion de la santé mentale puis de la prévention du suicide, ça se fait au cours de toute l'année, tu sais. Là, oui, on en parle parce que c'est la 35e semaine de prévention du suicide, mais l'importance de bien s'occuper de soi, de promouvoir une santé mentale positive, d'être outillé pour accompagner quelqu'un ou quelqu'un de notre entourage qui est en détresse, ça se fait tout au cours de l'année. D'accord. Je sais que quand on n'est pas tous confrontés à ça ou à une personne ou un proche qui serait dans ces situations-là, est-ce que ce serait toujours intéressant de dire les signes avant-coureurs souvent pour que chacun devrait connaître pour aider un proche peut-être en détresse?
Ben, encore une fois, il y a plusieurs signes qui existent, puis chaque personne réagit différemment. Fait que je donne souvent l'exemple quand je donne des formations, tu sais, quand moi je vais moins bien, je vais peut-être me lancer, exemple, dans manger un sac de chips au complet, alors qu'il y a certaines personnes, quand ils vont moins bien, ils vont plutôt, au contraire, arrêter de manger ou tu sais, ils ont plus d'appétit. Fait que tu sais, les signes de détresse vont dépendre des personnes, mais je pense que quand on a des gens autour de nous, puis qu'on connaît bien, ou qu'on vit avec, ou quelqu'un de notre famille, on peut détecter les signes de détresse qu'on voit pas habituellement. Je pense que l'important, c'est quand on sent que quelqu'un va pas bien, des fois, on a des sixièmes sens aussi, on a dit, j'ai l'impression qu'il va pas super bien. Je pense que c'est d'oser d'aller vers la personne, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi sa situation, puis oser y poser la question si, avec tout ce qu'elle vit présentement, est-ce qu'elle pense au suicide. C'est juste essayer de normaliser le fait on peut poser la question à une personne sans nécessairement lui donner l'idée de vouloir se suicider. D'accord. Vous parliez tout à l'heure des ressources disponibles H24 comme ça. Moi, juste en ayant fait un petit tour sur Internet, je voyais qu'il y avait déjà plusieurs sites Internet sur lesquels on peut aller. J'imagine qu'il y a des numéros de téléphone, on peut parler à du monde. Est-ce que tout ça sont des outils qu'on peut utiliser? Tout à fait, tout à fait. Dans le fond, pour parler au téléphone, il y a la ligne 1866 appel, qui est la ligne québécoise en prévention du suicide. Il y a maintenant suicide.ca, si on est plus à l'aise à chatter, donc on peut aller sur ce site-là. Il y a aussi le texto, tu sais, pour les gens peut-être un peu plus jeunes, un peu plus branchés, puis qui aiment mieux texter. Il y a des spécialistes au bout de la ligne, au 535353. Donc, c'est tous des services qui existent, qui sont disponibles. Si on veut juste en apprendre un petit peu plus, on peut aller sur oserparlerdusuicide.ca. Donc, ce site-là peut nous donner un peu d'informations. On peut se familiariser avec comment une personne en arrive à penser au suicide, etc. Je pense que c'est juste de se centrer, lorsqu'on parle de la prévention du suicide, de se centrer sur les solutions, puis se centrer sur l'espoir. Donc, il y a de l'espoir même si on en arrive à avoir des idées suicidaires, il faut croire qu'il y a de l'espoir, puis il faut que les personnes de notre entourage croient aussi qu'il y a de l'espoir, puis qu'il y a de l'aide qui existe pour les personnes. Parce en regardant un petit peu justement sur Internet, je voyais qu'il y en a certains qui parlent des mythes courants sur le suicide. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des mythes que vous cherchez à dissiper? Tout à fait, il y en a plusieurs. Souvent, lorsqu'on dit que la personne qui pense au suicide, c'est qu'elle veut mourir. Ça, c'est un mythe. Dans le fond, la personne qui en arrive à penser au suicide, ce qu'elle veut, c'est arrêter de souffrir, d'avoir une petite pause de la détresse qu'elle vit intérieurement. Donc, ça, je pense que c'est important de le souligner. Aussi que dans le fond, pour que la personne accepte l'aide, il faut qu'elle la veuille elle-même. Je pense que quand on en arrive à avoir des pensées suicidaires, c'est qu'on est envahi par toutes sortes d'émotions, qu'on est envahi aussi peut-être au niveau de notre entourage, au niveau des croyances qui peuvent être véhiculées. Fait que ça peut être difficile d'aller chercher de l'aide. C'est pour ça qu'on essaie de mettre de l'avant l'importance d'être proactif quand on est quelqu'un de l'entourage ou si on voit que quelqu'un va pas bien, d'aller vers cette personne-là puis de tendre la main. Parce que des fois, quand on est en détresse ou qu'on vit des moments difficiles, ça se peut qu'on voit plus où aller chercher de l'aide, mais l'aide existe. Ce que je comprends, c'est que c'est que toute une démarche qui doit regrouper beaucoup plus que ce qu'on parle depuis qu'on se parle là, et j'entends qu'il y a une saine communication, peut-être entre les personnes, il y a d'arriver à communiquer ce qu'on a besoin de communiquer, mais aussi pour ceux qui ne sont pas dans cette position-là, d'arriver à parler avec les autres. Vous parliez de santé mentale, tout ça. Il y a comme beaucoup de différentes ramifications qui feraient que la personne pourrait, pour sortir de cet état-là. Est-ce qu'au Québec, en particulier, puis dans notre région, Gaspésie-les-Îles, on est bien outillé? Est-ce qu'il y a des défis encore aujourd'hui pour accompagner, sortir, tirer les gens de là? Je trouve que le plus grand défi qu'on a, c'est de souligner l'importance à tout le monde, à la population de façon générale, à s'occuper de soi au quotidien. Fait que dans le fond, tu sais, des fois, on se retrouve dans des situations dans lesquelles on a l'impression de ne pas avoir le contrôle. Mais si on s'occupe de soi aussi au quotidien, quand on commence à moins se sentir bien tout de suite ou que ça fait quelques jours qu'on a de la misère à dormir, prendre un temps d'arrêt pour savoir c'est quoi qui se passe en moi présentement, qu'est-ce qui me fait du bien habituellement, est-ce que je peux peut-être rajouter
des petits bons mots, des petits bonheurs au quotidien pour effectivement pas me rendre à une détresse qui peut être aussi importante que ça. Présentement, on a travaillé aussi fort pour consolider les services qu'on a avec la ligne 1866 appel, notre centre de prévention du suicide, malgré le fait qu'il soit situé dans le Bas-Saint-Laurent. On a une entente régionale avec eux. Ils savent répondre aux questions autant des intervenants, des membres de l'entourage, de la personne qui pense au suicide. Ils ont des liens aussi directs avec nos équipes d'intervenants dans la région. Donc, tu sais, on essaye de solidifier ça. Ce qui est le plus important, c'est que tout le monde peut se familiariser avec des trucs en ce qui a trait à la prévention du suicide, puis d'oser en parler. Je pense que c'est juste d'aller chercher l'information ou d'aller suivre des formations. On a aussi des formations qui existent pour les membres de la communauté que la Direction régionale de santé publique offre gratuitement. Fait que, tu sais, les gens dans la communauté pourraient aussi aller s'informer puis se sentir de plus en plus à l'aise. Je pense que c'est aussi de démystifier le suicide puis d'oser en parler. Tu sais, des fois, on se dit, oui, mais il me semble que ça se pose pas, ça, comme question. Ah, c'est difficile de parler de ça. Oui, ça peut être difficile, mais je pense que si on essaie juste de le normaliser puis de dire que, par exemple, des fois, certaines personnes qui se retrouvent dans ta situation, ils peuvent en arriver à penser au suicide. Est-ce que toi, tu y penses? Trouver une formulation qui nous convient pour les gens qui nous entourent, je pense que ça peut être très gagnant. On a une belle région. Ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a encore peut-être des lacunes quelque part qui font que il y a des gens qui sont pas bien ou qui peuvent ne pas être entendus ou qui peuvent ne pas être suivis. Comme on a encore des améliorations à faire à ce niveau-là. Et tout à fait. Le grand défi en prévention du suicide, c'est les services sont pas toujours bien connus par la population, par monsieur, madame, tout le monde, mais aussi des gens qui peuvent vivre de la détresse, qui peuvent être isolés soit dans des endroits isolés ou d'avoir un moins grand réseau social, par exemple. Donc, c'est pour ça que on souligne l'importance que le plus de monde qui vont être formés puis se sentir à l'aise à détecter une personne en détresse, ben dans le fond, le plus notre filet de sécurité sociale, il va être tissé serré. C'est un peu ce qui est visé en prévention du suicide, c'est d'avoir un tissu social qui est vraiment tissé serré. Puis vous savez aussi, un des avantages de vivre en région, c'est on a quand même un sentiment d'appartenance à notre communauté qui est assez fort comparé au reste du Québec aussi. Fait que ça c'est un côté positif qui peut nous aider à tisser notre communauté encore plus serrée en ce qui a trait à la prévention du suicide. Salut, c'est Joe Roberge, propriétaire d'une barbe, des tatouages sur des mains et de très grosses lunettes qui donnent des mots de tête au directeur photo parce que ça fait plein de reflets quand je parle, gatin. Mais je suis surtout ambassadeur de la semaine de la prévention du suicide, qui se déroule maintenant, la première semaine de février. Et je le sais, je suis conscient que parler de suicide, ce n'est pas aussi boblé et réconfortant qu'un muffin au chocolat qui sort du four en plein hiver durant une tempête. Je suis conscient. Mais j'ai deux objectifs, là. L'objectif numéro 1, c'est qu'on puisse justement oser en parler. Qu'on ose aller chercher de l'aide, qu'on ose proposer de l'aide, qu'on ose ouvrir la discussion sur le suicide. J'ai envie de détabouiser, qu'il n'y ait plus de tabou! OK, l'objectif numéro 2, ça serait que tout le monde réalise qu'on est un petit super-héros. Hein? On a tous une mission. Hein? Que tout le monde participe au projet de sensibiliser son entourage, d'aider son entourage, de prendre la responsabilité, d'aller s'outiller, d'aller s'informer, au cas où qu'un jour, t'as besoin de parler de suicide. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Mais je vais te laisser des outils, OK? Premièrement, il y a le 1866 appel. Il y a le texto 53 53 53. Il y a le suicide.ca où tu peux aller clavarder. Ou sinon, il y a les centres de prévention du suicide de ta région. Et là, je suis conscient que cette vidéo-là n'est pas une vidéo traditionnelle d'Internet où on voit un chaton sur un skate qui fait des backflips avec des petites chaînes sans feu en criant « Yeah! » Je sais que c'est pas ça. Mais là, tu as vu, objectif 2, tu pourrais quand même nous donner un petit coup de main et la partager. Juste qu'on ouvre le dialogue, tu sais, qu'on commence à détabouiser. Détabouiser. T'as compris ce que je veux dire. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabot, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager.
Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap-d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabot que vous trouverez satisfaction. Lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Percé, qui s'est tenue le 4 février dernier à la salle communautaire de Val-d'Espoir, plusieurs dossiers ont été abordés, suscitant des débats et des discussions animées. Parmi les sujets à l'ordre du jour, une demande d'aide financière du Club Lion de Cap-d'Espoir pour la sécurisation de l'accès au columbarium a divisé le conseil, certaines conseillères considérant qu'étant donné que le columbarium se situe sur le terrain de la fabrique et que toutes les demandes des autres fabriques ont été refusées, elles ne comprennent pas pourquoi le Club Lion devrait recevoir cette aide. Vous entendrez le maire Daniel Leboeuf présenter la demande et les réactions des conseillères Doris Riel et Gaétane Aucoeur. Il y a un comité de bénévoles sous le chapeau du Club des Lions qui voit à l'entretien et la réparation d'un columbarium pour les membres de leur communauté. Et c'est un comité de citoyens et ils nous ont demandé un appui financier que je vais retrouver. Ils nous ont présenté une demande. Alors, nous avons décidé, il est proposé par, qui propose? Je suis contre. Ben là, on propose, là. On va faire la après, vous prendrez OK. Madame Alison Cahill. Et d'accorder une aide financière de 1 000 $ au Club Lion de Cap-d'Espoir dans le cadre de la réalisation de travaux de réparation visant la sécurisation de l'accès au columbarium de Cap-d'Espoir situé au 44 rue du Curé-Poirier. Est-ce qu'il y a des questions sur cette proposition? Oui. Je ne suis pas d'accord pour donner 1 000 $ pour le columbarium à Cap-d'Espoir. Ça fait au moins 6 ans que nous ne donnons plus aux fabriques. Le columbarium de Cap-d'Espoir est situé sur le terrain de la fabrique qui ne paye aucune taxe municipale. Il y a eu des demandes des fabriques de Percé, Barachois et Saint-Georges et on a refusé leurs demandes. Pourquoi donner à Cap-d'Espoir? Soyez juste pour toutes les fabriques et pour tous les citoyens et citoyennes du Grand Percé. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Moi, je suis contre. Parce qu'on a eu des demandes au niveau d'un exemple Percé, visuel aussi, puis on a refusé parce que c'était un terrain de fabrique. Fait que je suis pas pour donner. C'est pas que je suis pas pour donner à Cap-d'Espoir, mais si on donne pas à l'autre, ben on ne donne pas à l'autre. D'accord. Faut être alors, je vais demander le vote. Est-ce qu'il y a d'autres. Quels sont les conseillers qui appuient cette demande? Ah, OK. Monsieur Cloutier. Ben, moi, j'ai proposé, donc je toi, tu pour? Qu'est-ce que tu veux expliquer, c'est bon? Je peux expliquer? Oui, oui. Ouais, bon. Le columbarium de Cap-d'Espoir, en fait, ça fait pas partie de la fabrique. Oui, il est sur le terrain de la fabrique. Mais c'est vraiment un comité de bénévoles qui s'en occupe. Puis c'est pas juste pour Cap-d'Espoir, c'est Saint-Georges, Barachois, peu importe, là, tout le monde a le droit d'y aller. Puis c'est vraiment un comité citoyen qui n'a jamais demandé de sous à la ville. Puis qui ont été ramassés 7 000 $ dans la communauté pour réparer leur galerie et tout ça. Donc, l'appui de la ville allait de soi dans ce dossier-là. Je suis pour. J'appuie la demande de Alison pour Cap-d'Espoir. Moi aussi. Moi, je refuse. Moi, je refuse. Oui. M. Côté? Je suis pour. Oui, M. Stoller aussi. Bon, ben, adopté. Majorité. Chana Roussy a demandé l'ajout d'un point à l'ordre du jour, soit une motion sur un règlement d'emprunt de 180 000 $ pour l'achat d'un camion-citerne. Voici les explications. C'est que Mme Chana Roussy fait une motion pour présenter un règlement d'emprunt parapluie de 180 000 $ pour l'achat d'un camion-citerne pour la caserne de Cap-d'Espoir.
grosso modo, on avait prévu ça au budget, au programme triennal d'investissement, le PTI. Et pour faciliter les démarches d'achat, on va procéder à un emprunt parapluie. Que s'il y a un camion à un moment donné qui vient disponible, ben, on n'aura pas besoin d'attendre de venir en règlement de conseil, attendre 2 mois pour ensuite voir que le camion est parti. Alors, c'est une mesure préventive. Le règlement d'emprunt, on en fait la motion qu'on va le déposer et l'adopter à la prochaine séance du mois de mars. Comme ça, on va être prêt. Le but d'acheter ce camion-là, c'est de compléter la couverture du territoire. On nous a expliqué que actuellement, il y a 3 camions de pompiers, 2 à Barachois, 1 à la caserne du centre du village de Percé, mais qu'il n'y en a pas ici pour desservir l'ouest de la ville. C'est que même si tous les camions viennent ensemble, ben, ils ont juste même pas 15 minutes, 14 minutes. En tout et partout. En tout et partout. C'est que ce camion-là va être une plus grosse contenance. C'est qu'il va pouvoir se rendre puis finir la job quand les pompiers ont besoin d'éteindre un feu. Alors, on fait une motion de dépôt pour le règlement d'emprunt parapluie pour une somme de 180 000 $ à l'effet de l'achat de ce camion-citerne. Bien sûr, s'il y en a une bargain là, à 120 000 $, on va dépenser juste 120 000 $. Mais c'est à peu près la moyenne de valeur des camions actuellement usagés. C'est un camion usagé. Le groupement forestier Rocher-Percé effectue des opérations de coupe de bois à Val d'Espoir et demande l'autorisation de déneiger certaines routes. Cette situation ne plaît pas du tout à certains citoyens, dont un qui s'inquiète de l'impact de la coupe de bois sur la faune, notamment en ce qui concerne leur alimentation, et un autre qui voit une détérioration accélérée de ces routes à cause du transport. Vous entendrez la demande expliquée par le maire, ainsi que les citoyens Denis Blais et Roland Blais. Considérant que l'autorisation de déneigement de certains chemins municipaux accordés au groupement forestier par la ville de Percé, en vertu de la résolution 26-2025, on avait adopté ça en janvier, le 14 janvier dernier. Cette permission comportait une portion de trajet difficilement compatible avec le trajet des camions de transport de bois à cause d'un ponceau qui avait un tonnage insuffisant. Considérant que les délais encourus par le conseil municipal dans l'adoption de sa résolution ne laissent pas de délai raisonnable pour réparer le ponceau en question. Considérant que les mesures d'ajustement à cette portion de trajet entre le 6e rang et la route des Pères impliqueraient des opérations supplémentaires nombreuses et coûteuses pouvant invalider la rentabilité de l'opération pour le groupement forestier, considérant que les discussions intervenues entre le conseil et le groupement forestier afin de trouver un compromis pour éviter le plus possible les détériorations aux chemins empruntés, ont abouti à un calendrier réduit d'utilisation des chemins empruntés. Donc, considérant que le groupement forestier aussi s'engage à travailler avec la ville pour trouver un trajet alternatif à la route Pomerleau pour l'hiver 2026, il est proposé d'autoriser le groupement forestier à procéder au déneigement et à circuler jusqu'au 15 février maximum sur la route du 6e rang et la route Pomerleau, et ainsi jusqu'au 15. Et pour la section du 3e rang est, qui est moins achalandée, ils pourront continuer jusqu'au 15 mars. Donc, c'est le compromis qui était arrivé après notre résolution du 14 janvier. Et l'année prochaine, on va vraiment avoir le temps de réparer le ponceau puis trouver un autre chemin plus sécuritaire pour la ville. Des règlements. Hein? Je peux parler des règlements. Si vous voulez présenter les règlements. Est-ce que vous avez là la lettre? Ma question, c'est d'arrêter le bouchard là, parce que c'est le garde-manger de tous les animaux. Hein? Puis il y a un moratoire, comme je vous dis, là-dessus, par Mme Aubert,
Il doit être à Québec, moi donc il l'a caché, parce que c'est moi qui l'avais fait mettre. C'était Mme Clarisse Nadeau. Puis moi, je veux que ça arrête. Puis il faut que ça arrête, puis ça va arrêter. Ça va arrêter Hydro-Québec, qui était bien plus gros qu'eux autres. Même arrêter les autres. Monsieur le maire... Puis les entreprises, c'est comme tu dis, on entend plus que d'autres. À un moment donné, tu as pas le choix, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont pousser par le 6. Puis on va installer des non-trucks, mais ça, c'est des règlements qu'il faut élever. Mais qu'il y a des non-trucks comme qu'on plaçait sur la côte des Pères, ils n'ont plus le droit de circuler. Mais là, on ne peut pas briser le pont non plus. Si demain matin, tout arrive, au printemps, tu traverser pour aller dans le 6 ou au vert, je ne serais pas content si le pont est défoncé, hein? Bon, ben c'est ça. Il y a un certain tonnage à respecter. Puis, on est venu comme ça, puis on finit, là. Puis l'année prochaine, ben c'est ça que je te dis, on a des lettres, une belle lettre, puis c'est bien fait, M. Blanc. Puis on va aller aux entreprises. Puis inquiète pas, tous les autres conseillers sont témoins qu'on a fait, j'ai fait des pressions, hein? On a juste essayé d'avoir une redevance des autres banques. Il y a plusieurs affaires qu'on les a fait tous à la table. Et les autres, mais c'est sûr qu'ils jouent du violon, si on les arrête, ils vont faire faillite, puis ça fait que là, on va manger notre pain qui se connaît, mais il y a des règlements à élever, puis ça va aller l'année prochaine. Oui, M. Blanc. Les fonds de route ne sont pas conçus pour des voyages de 50 tonnes, 100 000 livres, 80 000 livres. Ils ne seront pas supposés de passer dans notre chemin là, qui a dépéri depuis un an, là, terrible. Ouais, il n'y a personne qui va leur faire l'asphalte qui est brisé présentement. Là. Ça, c'est l'IMTQ. Non, mais ça n'a pas rapport. Moi, je parle. Non, on ne mêlera pas les choses. Ben oui. Des voyages trop élevés. Des voyages trop élevés, c'est une chose. De où tu parles, là ou là? Non, ils passent. Des fois, ils passent là, des fois, ils passent là. Ils n'ont plus de droit pour la côte de l'eau. Ben, ils n'ont plus de droit. Non, ils n'ont pas de droit certains parce qu'ils sont obligés d'aller au plus proche où il y a des fonds de route conçus pour des voyages de 50 tonnes, 40 tonnes, parce que ces voyages-là peuvent aller jusqu'à entre 30 et 50 tonnes. Bon, ben, normalement, ils seront supposés, si le fond de route n'est pas bâti, ils seront supposés de se faire un débarquement pour être capable de compléter le voyage sur le bon fond de route. Bon, mais ça, là, c'est pas fait, c'est pas regardé, c'est pas analysé d'aucune manière. Mais la route titre du 5 titres, là, elle est vraiment, mais vraiment en train de s'endommager. Puis s'il y a quelqu'un qui s'en charge pas, ben tout à l'heure, là, on va ramasser un morceau d'asphalte, on va les mettre dans notre entrée. C'est ça qui va se produire parce qu'il est tout en train de se casser. Bon, c'est ça que je voulais dire. Mais là, la personne au MTQ, le ministère de Transport du Québec. Bon. Moi, je ne comprends pas. Il y a pas non, c'est correct, ça. Mais, non, mais nos chemins sont à nous autres. Mais, oui. Il faut les protéger. Ben, oui, mais c'est ça. Ben, à ce moment-là, il faut appeler les personnes qui sont chargées, responsables de ça, pour venir vérifier les voyages de ces personnes-là. Ils sont tous au courant. Nous avons rencontré la Sûreté du Québec, on a rencontré les... C'est pas surtout la Sûreté, c'est les routiers. Ouais, les routiers. Le dossier est monté. Ouais, mais seulement il est monté, mais ils ont passé tout le temps là, dans des routes. Dans des routes, même que là, on n'a pas eu de gelée cette année, ça fait qu'ils ont rempiré les routes. Ben, bon, moi, je ne l'ai jamais vu aussi endommagé que ça, là, de partir du coin du village, aller jusqu'à l'autonomie. C'est ça que je voulais dire, j'espère que vous allez vous en occuper, parce que c'est très important. Il a été discuté de l'affichage du poste de directeur des travaux publics. Étant donné que le poste de directeur de l'urbanisme est vacant, Chana Roussy a suggéré de combiner les deux tâches de ces deux directeurs pour n'en faire qu'un seul. Vous entendrez la proposition de Chana Roussy ainsi que les questionnements de Jean-François Gagné et Hugues Trudel. Dans le fond, moi, j'ai une idée, j'en ai parlé vite avant de rentrer en séance publique. Dans le fond, ce serait de combiner le poste de l'urbaniste, qui est vacant quand même depuis plusieurs mois, et les travaux publics ensemble. Alors, ce serait de combiner les deux services en un seul. Puis, dans le fond, ce serait de rajouter cette partie-là à l'affichage de poste. Fait que la personne aurait la responsabilité de la gestion du territoire, qui engloberait des activités d'entretien des infrastructures municipales, du réseau routier, des bâtiments et de l'urbanisme. Très bonne idée. Là, j'ai pas d'idée de fait là, sur la proposition qui a été faite de combiner deux postes. Ma question, c'est plus de me dire,
que le 14 janvier, on a accepté d'investir dans un diagnostic organisationnel. Est-ce que c'est une recommandation de ceux qui travaillent sur le diagnostic de joindre les deux postes, ou si ces gens-là n'ont pas commencé leur travail encore, puis qu'on arrive, on modifie déjà le schéma de travail à la ville avant qu'ils arrivent, puis qu'eux autres l'analysent. Je veux dire, ça va coûter très cher, ce diagnostic-là. Ça va servir à quelque chose si on prend des décisions qui viennent changer l'organigramme comme ça, juste avant que les gens commencent à faire leur travail? Oui. Pour répondre, l'intention de la proposition, je vais vous l'expliquer. Mais dans le fond, l'idée de combiner les deux postes vient du diagnostic organisationnel qui a été fait par VMQ en 2018. J'ai fait remettre le papier jeudi passé à une séance de travail. Puis après la lecture, dans le fond, on s'est fait remettre deux pages. J'ai lu les deux pages qui ont été remises. Puis eux, c'est une des suggestions qui avait été faite. La ville de Bercy en 2018 avait payé l'UMQ pour ce diagnostic-là. Fait que c'est juste, nous j'ai repris ce que la ville avait déjà payé, ce qui a été recommandé. Puis on a vu aussi cet été que la personne au travail public par intérim faisait déjà un peu le remplacement de la personne à l'organisme, la là. Fait que c'est un peu la raison pourquoi les deux postes. Mais là, est-ce qu'on essaie vraiment justifié de mettre autant d'argent dans un nouveau diagnostic si on se base sur un vieux diagnostic plutôt que d'attendre que le nouveau soit disponible? C'est un peu ça ma question, parce qu'il coûte très cher le diagnostic. Le problème, je pense, c'est pas juste les travaux publics, l'urbanisme, il y a tout le reste de l'ensemble municipal. Nous, on n'est pas là à journée longue, à seule longue, nécessairement. C'est quand même un poste important à l'intérieur de l'organigramme de la ville de Percé. Ouais. Eux, ça veut dire que les gens qui vont faire le diagnostic, le nouveau diagnostic, vont être obligés de prendre ça pour acquis, puis de travailler avec ça, qui va être coulé dans le ciment, puis dire on va bâtir autour. Je trouve que c'est un petit peu. Peut-être qu'on aurait. Quand est-ce qu'il va commencer, ce diagnostic-là? Est-ce qu'il a commencé aujourd'hui? Pardon? Il a commencé aujourd'hui, dans une réunion de travail pour mettre en place à la fois le calendrier, les livrables et les objectifs précis à atteindre avec un calendrier qui devrait se terminer, je dirais, vers le 15 mai au plus tôt sur les recommandations avec une vision globale comparable avec la situation de Percé au niveau des organigrammes. Donc on n'a pas encore le résultat. C'est sûr que la recommandation qui avait été faite en 2018 avait un certain sens, mais dans l'évolution depuis 2018, alors, il a été livré en 2019. Soyons honnêtes, depuis 2019, les choses ont largement évolué avec le mouvement personnel et les obligations de la ville. Donc, ils auront à valider la décision du Conseil actuellement qui est prise pour jumeler les deux postes en un seul. On ne connaît pas leur analyse actuellement. En tout cas, moi, je prendrais peut-être un mois de plus, puis essayer de voir avec eux qu'est-ce qu'on... Si ça fonctionne, peut-être qu'ils ont des idées, peut-être que ça n'a pas d'allure. Moi, comme je vous dis, je me suis fait aucune idée par rapport à la décision que vous avez prise. C'est juste que ça va coûter cher, puis ça serait peut-être bien de les rentrer tout de suite dans le travail en disant qu'est-ce que vous pensez de ça. Au moins, on partirait notre nouvel organigramme sur une base un peu plus solide. Merci. Je voudrais revenir moi aussi sur l'affichage pour le poste de directeur des travaux publics. Le jumelage, je pense que c'est important aussi, ce que M. disait. Là, dans le fond, c'est deux fonctions distinctes, l'urbanisme et les travaux publics. Là. Parce que dans le soutien technique, là, souvent, on a besoin de parler à quelqu'un. Puis bien souvent, on n'a pas de réponse. Fait que s'il fait deux chaises, là, la même personne, on va avoir encore moins de services. Fait que c'est important d'aller là-dessus. Si vous voulez retourner dans les expériences des travaux qui ont été faits là, sur le poste existant déjà, il y a eu souvent des demandes, puis
si on en regarde la dernière année, de la dernière automne, ce soit du nettoyage de fossés à des places importantes, puis tout, c'est juste des réponses, des paroles en l'air, on n'a jamais eu de service. Fait qu'avant d'engager quelqu'un puis de jouer des postes, ben ce serait important de tout vérifier l'expertise qui a été faite avant. Merci. Enfin, le comité de gestion du centre communautaire de Val d'Espoir attendait depuis un certain temps que la Ville leur délivre un permis de réunion pour qu'ils puissent y tenir leurs activités. Non seulement la Ville leur donne ce permis, mais il sera valide à vie. Voici les explications du maire. Val d'Espoir ont besoin d'un permis de réunion, la Régie des alcools, loteries et jeux. Et dans le formulaire cette année, il faut que le propriétaire, qui est la Ville de Percé, donne son assentiment. Donc, on va produire une lettre pour qu'il puisse appliquer à la demande d'un permis d'alcool pour les réunions, les activités et tout ça. C'est une permission à vie. 99 À vie. Je sais que le comité organisateur... 99 ans, c'est ça? À vie. Il n'y a pas de date. Le comité organisateur ici voulait comme négocier un bail, mais on est en processus de proposer un bail à nos centres communautaires, mais uniformiser ces choses-là, puis il n'est pas encore prêt. Donc ça va leur permettre de tenir leurs activités sans se casser la tête. Excusez. Qui en fait la proposition? Je veux juste demander que chaque année, donc, ils nous donnent comme de quoi qui sont assurés, qui ont un contrat d'assurance. Madame Doris Réel. Ok, j'avais pas pris ça. Un amendement pour Madame Doris Réel. Sous réserve que le comité fournisse ses preuves d'assurance responsabilité. Là, je pense qu'ils en ont déjà. Là. Assurance responsabilité. C'est pris en note. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La Caisse Desjardins du littoral gaspésien, point de service de Grande-Rivière, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Percé, les spécialistes en services financiers. Pour des conseils d'experts, venez rencontrer nos spécialistes en finances personnelles ou d'entreprise. La Caisse Desjardins du littoral gaspésien est là pour vous et pour sa communauté. Alors, la consigne élargie pour les contenants va arriver le 1er mars. Et pour voir où est-ce qu'on s'en va avec ça, ça va être quoi les changements, comment on va se retrouver pour les points de dépôt. On va parler de ça avec Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Bonjour. Bonjour. Donc, la consigne élargie 1er mars, est-ce que ça va être un gros bordel ou bien on devrait être en mesure de pouvoir se retrouver là-dedans? Comment ça s'arrange? En fait, ça sera pas facile parce que ce qui devait être déployé comme plan de match n'est pas complètement... n'a pas atterri complètement. Puis, tu sais, je tiens à rappeler que la consigne élargie, en fait, on vise tous les contenants à boire de 100 millilitres à 2 litres. Alors, du petit truc le petit contenant de plastique jusqu'aux 2 litres, la grosse bouteille de liqueur, la grosse bouteille d'eau. Les yogourts à boire, entre autres, entre Exactement. Alors, ce qui va être accepté, ce qui va s'ajouter au 1er mars, bon, il y a déjà les canettes. Les gens connaissent ça, les canettes. Hein? On va déjà porter les canettes à la consigne, là, dans la gobeuse, là, à l'épicerie ou au dépanneur. Fait que là, la canette, ça demeure. Les bouteilles de bière sont encore en... C'est encore en place, là. Ça n'a pas été aboli. C'était déjà connu, c'est ça. Ce qui va s'ajouter à partir du 1er mars, ce sont
entre autres, particulièrement, toutes les bouteilles ou tous les contenants à boire en plastique. Alors, imaginez-vous, bouteilles d'eau, particulièrement bouteilles d'eau, donc tout ce qui est liqueur. Oui, parce que les bouteilles d'eau, ça ne l'était pas, consigner ça encore. Exact. Exactement, puis c'est un gros volume. C'est vraiment un gros volume. Alors, ce sont particulièrement ces contenants-là qui vont s'ajouter à partir du 1er mars. Est-ce que les jeux en Tetra Pak, ça rentre aussi dans la consigne, ça? Ça va rentrer, mais dans 1 an ou 2. Je pense que ça a été décalé, là, ça a été repoussé. Alors, ça va être au moins plus que en 2026, peut-être, sinon en 2027. Alors, et ça, ce sera la dernière étape qui va s'ajouter avec d'autres contenants en verre. Donc, ça va aller de façon progressive si on veut l'ajout de toutes ces... Oui, c'est ça. Alors, vous me demandiez si ça allait être le bordel. De façon polie, je vais dire que ça ne sera pas facile parce que, pour le moment, le nombre de lieux d'accueil n'a pas augmenté. Aujourd'hui, donc, on utilise en général, on va à l'épicerie, il y a des gobbers, puis là, on y va avec les canettes, puis on laisse nos caisses de bière au comptoir. À partir du moment où là, on va se retrouver avec les bouteilles d'eau, alors on augmente le volume pour le même nombre de gobeuses ou à peu près à court terme. Est-ce que, au mois d'août, on va être dans la même situation? Peut-être pas. Peut-être qu'ils vont avoir ajouté d'autres points d'accueil ou de dépôt. Là, je pense que l'organisme qui est responsable de ça est en pourparlers avec des entreprises du coin et du territoire. Mais pour le moment, on est quand même avec les mêmes installations pour accueillir le double, voire le triple du volume qui va être visé par la consigne élargie. Pour ce qui est des bouteilles de plastique, ça j'imagine, ça va bien aller dans les gobeuses, là, mais avec toutes les bouteilles de verre, ça peut pas aller là-dedans. Est-ce qu'il va y avoir des lieux ou des endroits où est-ce qu'on va pouvoir aller déposer tout ça? Je pense, ça c'est une entreprise qui fait la tournée, là, c'est Go Consigne, ça s'appelle, que j'ai entendu parler, qui, elle va aller chercher chez les gens des sacs de tout ça, puis les gens vont pouvoir récupérer leurs consignes. C'est la compagnie qui s'occupe de ça, là. Mais est-ce qu'il pourrait avoir quelque chose, est-ce que les gens pourraient emmener justement leur contenant à un point de dépôt, puis ce point de dépôt-là va redonner la consigne? Il y a plusieurs formules là, qui sont proposées par la QRCB. Il y a une formule classique avec les gobeuses comme on a actuellement. Il y a une autre formule qui est un genre de gros kiosque, un genre de mini-roulotte, là, si on veut. Et là, les gens vont juste rentrer dans cet espace-là où il va y avoir plusieurs machines et donc un petit peu plus d'outils proposés pour gober les contenants. Et il pourrait y avoir aussi des endroits où il accueillerait aussi les sacs. Donc, les gens arriveraient avec leurs sacs et il y aurait à ce moment-là, ils mettraient l'étiquette avec les coordonnées du citoyen, de la personne, pour que cette personne-là puisse recevoir sa consigne. Donc, en sac, en vrac. Mais moi, ce que je tiens à dire, c'est qu'au 1er mars, on n'aura pas ça, là. Alors, ce qui me préoccupe par rapport à ça, c'est... et là, je vous passe, là, nous, ça fait quand même 3 ans là, qu'on fait des démarches là, sur ce dossier-là parce qu'on a toujours partagé notre intérêt au ministre de l'Environnement, parce que c'est quand même un projet du ministre de l'Environnement, mais on a quand même signifié que la régie était un joueur potentiel de ce circuit-là, d'accueil de contenants consignés. On en reçoit déjà plein. Ce qu'on voudrait, c'est que ça soit reconnu, évidemment, comme point d'accueil de contenants consignés. Mais là, ça, il y a une négociation qui est en processus. Je tiens quand même à dire aux gens qu'on n'est pas resté assis sur notre chaise à attendre que le malheur arrive. D'ici à ce que tout ça se mette en place, c'est important que les citoyens qui ne mettent pas leur contenant. Mettons que tu arrives à la gobeuse, puis ça fait 4 fois qu'elle te refuse la bouteille, là, mets-la pas au déchet. Continuez de la mettre au bac bleu parce que ça demeure quand même et avant tout une matière qui est récupérable, qu'on peut garder dans le circuit des matières recyclables. Donc, c'est mon premier message, de ne pas jeter ces contenants à la poubelle, jamais, jamais. Donc, c'est de les mettre au bac bleu ou de les apporter au point de consigne. Donc, 1er mars, la consigne entre en vigueur, mais
la mise à jour des gobbers, elle pourrait prendre un certain temps? Ou... Bien, en fait, c'est ce qu'on constate parce que nous, on a une lettre qui est partie ce matin. Donc, dire, bien, là, qu'est-ce que vous allez annoncer pour notre territoire? Au niveau technique, visiblement, on ne répondra pas à la demande à court terme. Puis deuxièmement, il faut que les citoyens comprennent bien ce qui se passe avec les contenants consignés qui n'arrivent pas à déconsigner. Parce que cet argent-là, elle se retrouve où? Elle se retrouve dans la poche de qui puis à quel endroit? Par souci d'équité, je pense que c'est important de bien expliquer aux citoyens comment le système fonctionne. Puis là, le citoyen peut prendre ses décisions, il peut faire ses choix. Je donne un exemple. Par le passé, il y avait beaucoup de citoyens qui nous disaient, on avait fait nous, un sondage auprès de 800 citoyens en disant si la consigne s'implante, la consigne élargie s'implante, qu'est-ce que vous allez faire? Et 50% d'entre eux avaient dit, nous, on va continuer de le mettre au bac bleu parce que c'est de l'argent qui reste sur notre territoire. Ce qui est, à mon avis, une belle formule. Ça peut être aussi, on conserve nos contenants pour les donner aux associations là, de sport et tout, là, qui viennent ramasser des bouteilles chez nous pour ramasser des fonds. Oui, bien, Espoir Câlin, ça en est justement un bon exemple. Exactement. Donc, ça, c'est toutes des bonnes formules. Mais l'idée, c'est que l'argent reste sur le territoire. Actuellement, nous, comme un des joueurs du système de collecte des matières récupérables, ben on n'a pas d'infos. On ne fait pas partie de l'équation actuellement. On ne sait pas si la négociation est complétée. On ne connaît pas les modalités de ces négociations-là. Donc, on se permet de transmettre ces questions-là aux entités concernées en disant « Coucou, on a des questions. » Puis on a besoin d'avoir des réponses pour être capable de répondre aux citoyens parce que les citoyens nous appellent puis nous posent des questions. Alors, il faut être capable de donner de l'information qui est intelligente. Alors, sur la consigne, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, ce qu'on est capable de dire, c'est qu'au 1er mars, qui est dans 2 semaines ou à peu près, au 1er mars, il n'y aura pas toutes les installations déployées sur le territoire. Alors, on demande aux citoyens, oui, vous pouvez aller à la gobeuse, récupérer votre consigne, mais sinon, minimalement, mettez vos contenants au bac bleu, mettez-les pas aux déchets. Moi, c'est ce que je demande là, comme première collaboration des citoyens, en attendant que la QRCB annonce son plan plus complet. Ça, on sait quand que ça pourrait aboutir, ça? C'est une belle question. Ça fait... C'est le gouvernement, fait qu'on sait pas trop. Ça fait comme 1 an et demi que je pose la question, mais je pense qu'ils ont de la pression, là, l'organisme qui est désigné, la QRCB, là, c'est beaucoup de lettres, mais ça demeure que c'est cette organisation-là. Donc là, maintenant, ils ont de la pression du gouvernement. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Et je ne sais pas quand, puis on ne sait pas non plus de quelle façon, mais nous, on tient à ce que le territoire soit desservi de façon aussi équitable que les grands centres. Okay. Tu disais tout à l'heure que même si ça va au bac bleu, si le monde le met au bac bleu, l'argent reste ici, parce que tu m'avais déjà dit dans une entrevue précédente que quand vous retrouvez ces matières-là, ben c'est la régie qui récupère cet argent-là pareil, donc... Bien, oui, c'est vrai, en fait, parce que ces matières-là, ce sont des matières qu'on peut vendre sur le marché, selon des conditions. Là. Il y a des acheteurs qui nous disent « OK, moi, je vais t'acheter, par exemple, les bouteilles de liqueur, les bouteilles d'eau, c'est fait en plastique numéro 1. Donc, c'est du PET. Alors, ce plastique-là, on fait des ballots, puis on vend le plastique. Cet argent-là, bien, était remise dans l'équation, si on veut, donc venait diminuer les dépenses parce que c'était un revenu supplémentaire. Donc, ça permettait d'avoir une dépense nette plus basse. À partir de janvier 2025, là, les conditions ont changé. Fait qu'il y a de nouveaux joueurs dans le milieu des matières recyclables. Il y a AQRCB, dont je vous parle au niveau de la consigne, et il y a Éco-entreprise Québec, qui a pris maintenant la grande responsabilité de tout le système de la collecte sélective, donc du bac bleu globalement. Et cette équation-là, maintenant, ben oui, ils reçoivent les revenus, mais nous, on est payés maintenant à un prix fixe pour traiter toutes les tonnes entrantes au centre de tri. Alors, plus on a de tonnes, et plus on reçoit d'argent sur le territoire. Éco-entreprise Québec,
Il y a des centres de tri qui ont dû changer de vocation. Oui, c'est ça, de vocation, Okay. comme celui de Montjoly. Est-ce que nous autres, vous, je veux dire, la régie, demeurez pour continuer votre mission comme vous la faites? Oui, il y a comme, je pense qu'il reste 21 centres de tri sur le territoire québécois, là, ou à peu près. Là. Et puis justement, l'équipe de Éco-entreprise Québec sont venus nous visiter la semaine dernière. Donc, une bonne rencontre. Nous, on a un contrat de 5 ans avec EEQ. Et je pense qu'on est ciblé comme étant un centre de tri qui assez exemplaire, là, dans le sens où il y a plein de choses qu'on fait qui étonnent ou qui font plaisir à Éco-entreprise Québec. Le fait de transformer le verre localement, le fait de transformer bientôt le plastique sur le territoire. Ça, c'est des atouts pour notre centre de tri. Et quand ils sont venus visiter et qu'ils ont vu notre système, qui est unique en Amérique du Nord, je le répète, hein, la façon qu'on trie les matières, toutes par la même machine, mais que ça repasse en boucle au niveau de la machine. C'était beau de voir ces 3 personnes-là dire « Wow, c'est impressionnant ». Alors, à la fin de la journée, quand j'ai partagé ces impressions-là avec le contremaître, il était vraiment content. Puis lui a lui-même partagé ces infos-là avec les employés pour dire, une organisation comme ça qui a visité 19 centres de tri au Québec sur les 21, puis qui vient dire « Wow, c'est impressionnant votre affaire », ben ça nous met, ça nous fait nous comparer aux autres, puis dire ben on n'est pas pire, tu sais. On peut peut-être être mieux. L'idée c'est pas d'être mieux que les autres nécessairement, mais au moins on n'est pas pire, puis on fait les choses correctement. Alors ça c'était une très bonne nouvelle. On a un contrat de 5 ans. Nous, là, le traitement roule bien. On a de la matière qui mériterait d'être plus belle à l'entrée, mais là, il faut continuer d'en parler. Ah, ça, je pense que ça va être une continuelle sensibilisation. Oui. Puis un jour, on va réussir à gagner tout le monde. Je pense qu'on a fait le tour pour la collecte, la consigne élargie. Oui. Justement, parlant de la qualité de ce qui est mis au bac, tu voulais revenir un petit peu sur faire un petit rappel concernant la collecte sélective? Bien oui, parce qu'on a eu plusieurs appels récemment. À partir du 1er janvier, Éco-entreprise Québec a fait beaucoup de pubs en disant ben là, il y a des matières que vous pouvez mettre au bac maintenant. On appelle plus ça du papier, puis du carton, puis du plastique, du verre, du métal. On appelle ça des contenants, des emballages et des imprimés. Et en ayant cette approche-là, ben le chapeau de contenant ou emballage est un peu plus large. Je vous donne 2-3 exemples. Sac de chips, emballage à biscuits, bon, principalement ça, puis autres trucs en styromousse. Ces emballages-là, avant, on disait « Non, ça, tu mets ça aux déchets parce qu'il n'y a pas de marché qui accepte ces matières-là. » Mais à partir du 1er janvier 2025, bien, Éco-entreprise Québec nous demande d'informer les citoyens que ces matières-là sont acceptées au bac bleu. OK. Donc, y compris aussi, de ce que je comprends, c'est tous les emballages plastiques. Donc, ça comprend aussi, puis parce que ça avait été un exemple là, dans une entrevue précédente que j'avais faite, les sacs comme par exemple, tu sais, les paquets de 6 de yogourt à boire, justement. Oui. Ils sont comme dans un sac. Oui. Il y a les sacs de pâtes aussi. Oui. Donc, tout ça va pouvoir rentrer dans. Oui. Alors, on va recevoir tout ça. Maintenant, si vous me posez la question si ça fait mon affaire, pas tellement, parce qu'on va se retrouver avec des matières qui, actuellement, sont en période un petit peu transitoire. Alors, ces matières-là, les emballages craquants, là, on a toujours dit, là, le plastique craquant, là, mettez-le aux déchets, mais là, on se doit de l'accueillir, c'est ça, on se doit de l'accueillir au centre de tri, mais il va quand même prendre un chemin pas de valorisation pour le moment, et il va retourner un petit peu dans les déchets, tant et aussi longtemps que Éco-entreprise Québec là, ne sera pas revenu avec des avenues soit d'acheteurs ou de valorisation de ces matières-là. Fait que ça, c'est un petit peu, c'est la période transitoire là, qui me plaît le moins, parce qu'on envoie un double message aux citoyens, puis ça, c'est jamais bon. Alors, si on nous demande, est-ce que je peux mettre ça au bac bleu? Oui. Est-ce que vous faites quelque chose d'intelligent avec ça? Non.
Ça, c'est vraiment bizarre dans l'éco-entreprise Québec de dire au centre de tri, ramassez-le, mais envoyez ça aux poubelles. Oui, c'est bizarre, puis ça rend la situation plus complexe. D'un autre côté, je comprends pourquoi IEQ est obligé de faire ça, parce que les membres d'Éco-entreprise Québec, ce sont les générateurs de ces sacs-là, de ces emballages-là. Alors, eux, en étant membres et en contribuant financièrement au système de la collecte sélective, bien, c'est certain qu'ils veulent que leur emballage soit traité dans le circuit des matières recyclables. Je comprends. Là où on a des échanges plus ou moins musclés avec Éco-entreprise Québec, c'est sur la partie incohérente de ça. Donc, mais on va y arriver, là. C'est une question de plusieurs mois, je pense. Et en attendant, tu sais, moi, ce qui est important comme message aux générateurs, aux citoyens, c'est de continuer d'utiliser le bac bleu, de continuer d'y mettre les matières les plus conformes possibles. Puis si vous n'êtes pas prêt à mettre ces emballages-là parce que ça vous fait mal d'entendre ce que je dis, mettez-les pas tout de suite, puis attendez que je vous revienne avec d'autres nouvelles. Mais sinon, s'il y en a qui disent « Non, mais moi, on me dit que je peux le mettre au bac bleu », bien, vous avez le droit de le mettre au bac bleu, puis vous ne serez pas pénalisé parce que vous les mettez au bac bleu. Il me semble Éco-entreprise Québec, ça aussi bien de vous dire quand vous les ramassez, c'est envoyé à quelque part pour être stocké, on pourrait dire, oui, bien, en attendant que C'est pas impossible qu'on reçoive ce message-là, je dirais, à court, moyen terme, parce qu'ils travaillent très fort, là. On a quand même des bons échanges puis des bonnes relations avec Éco-entreprise Québec. Puis comme je disais, je comprends assez bien leur position, mais il faut qu'ils trouvent cet emplacement-là, puis il faut qu'ils soient capables, eux aussi, d'avancer sur ce dossier-là. Et pour le moment, je pense que ça va très, très vite pour eux. Alors, en attendant, nous, ce qu'on a comme indication, c'est ça s'en va aux déchets pour le moment. Peut-être que dans 2 mois, ils vont nous dire « Nathalie, envoie plus aux déchets, maintenant, envoie ça à telle place, puis on va travailler ça. » Et je serai la première bien heureuse de venir vous partager la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, donc, c'est pas la situation. Puis, ce qu'on demande donc aux citoyens, parce qu'il y a eu beaucoup de questions, fait que je trouvais que c'était important de venir partager de l'information avec vous aussi aujourd'hui là-dessus. Mais ce qu'on demande, c'est de continuer d'utiliser votre bac bleu comme vous l'avez toujours fait, le plus adéquatement possible. Le temps supplémentaire obligatoire est au cœur du conflit entre le Syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec, CSN, et le gouvernement du Québec. Le 28 janvier, une trentaine d'agents du centre de détention de New Carlisle ont manifesté pour dénoncer des conditions de travail jugées non soutenables, alors que leur convention collective est échue depuis avril 2023. Avec 4200 heures de temps supplémentaire obligatoire accumulées en 1 an, la fatigue et les arrêts de travail augmentent. Le syndicat réclame des solutions durables et dénonce aussi le manque de soutien psychologique, les enjeux de sécurité et l'état vétuste de la prison. Le gouvernement fédéral investit 1,8 million de dollars pour développer l'industrie des croisières sur le Saint-Laurent via Développement économique Canada. L'Association des croisières du Saint-Laurent reçoit 960 000 dollars pour soutenir les entreprises et structurer l'offre touristique hors Québec sur 4 ans. Une seconde enveloppe de 900 000 dollars vise à bonifier l'expérience des croisières, notamment en hiver. À Gaspé, ces fonds amélioreront l'accueil touristique estival, tandis que Ski Forillon et le Mont Béchervaise recevront des équipements pour offrir des activités de plein air aux croisiéristes, accessibles également à la population locale. Les éducatrices en CPE de la Gaspésie et des îles de la Madeleine poursuivent leur mobilisation avec une 2e journée de grève le 6 février, affectant 12 CPE et impliquant 300 travailleuses. Elles réclament une accélération des négociations pour améliorer les conditions de travail et freiner la pénurie de main-d'œuvre. Le syndicat CSN exige une meilleure rémunération, des primes de disparité régionale et des ratios éducatrices-enfants mieux définis. Après une première grève sans avancée significative, les travailleuses disposent d'une banque de 5 jours pour intensifier la pression sur le gouvernement.
Après 26 ans à la tête de Multiservices, une entreprise d'économie sociale d'aide à domicile, André Richard passe le flambeau à Sabine Roy, ancienne directrice des ressources humaines. Forte de son expérience, elle entend relever les défis à venir, tout en maintenant la qualité et l'accessibilité des services sur le vaste territoire desservi. Fondée en 1998, l'organisation emploie plus de 250 personnes et offre une aide précieuse en soutien à domicile et en répit. Sabine Roy souhaite assurer la pérennité et le développement de ces services essentiels dans les prochaines années. Un partenariat entre la nation Micmac de Guescapéguia et la station touristique Pin-Rouge vise à accroître la participation communautaire aux activités sportives, notamment le ski alpin et la planche à neige. Cette collaboration offre des cours de glisse et la location d'équipements pour les membres de Guescapéguia, renforçant ainsi l'accessibilité au sport. La directrice de Pin-Rouge, Gaëlle Gabin, souligne l'importance de cet apport financier pour la pérennité de la station, particulièrement alors que New Richmond cesse de soutenir son déficit. Malgré le manque de neige naturelle, les pistes demeurent ouvertes grâce aux canons à neige, assurant une saison active jusqu'à Pâques. L'industrie de la crevette reçoit une première bonne nouvelle, avec la baisse de température de l'eau, passée de 7 à 6,7 degrés Celsius, réduisant ainsi la présence du sébaste, un prédateur nuisible au stock. Patrice Élément, directeur de l'Office des pêcheurs de crevettes, espère que cette tendance se maintiendra. Toutefois, les quotas de pêche proposés pour 2025 restent similaires à ceux de 2024, où 3060 tonnes avaient été autorisées. Si le scénario le plus optimiste des scientifiques est adopté, la capture pourrait atteindre 4200 tonnes, toujours bien loin des 35 000 tonnes enregistrées il y a 15 ans. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre...